Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission spéciale élections régionales et départementales sur France 3. C'est parti pour 3 heures de direct, des résultats, des analyses, des décryptages. Et puis à 20h pile, nous vous donnerons la première estimation pour ces régionales, notre sondage à la sortie des urnes. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Elsa, et sur notre plateau pour débuter cette soirée électorale, Patrick Molinos, vice-président sortant, Molinos, pardon, c'est l'habitude en Franche-Comté, on ne prononce pas le Z. Patrick Molinos, donc élu régional, vice-président sortant, candidat pour la liste de Marie-Guite Dufay. Également sur ce plateau, le député Les Républicains du Jura, Jean-Marie Sermier, candidat sur la liste de Gilles Platré, Séverine Véziès, porte-parole de la France Insoumise pour la campagne et candidate pour la liste Le Temps des Cerises, porte-parole de la liste, plus exactement, par Bastien Faudot. Et enfin, Olivier Damien, candidat de la liste du Rassemblement national en Saône-et-Loire, liste menée par Julien Audoul. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, nous allons parler sur ce plateau des régionales et puis nous allons aussi faire le point sur les élections départementales. Et pour ça, tout au long de la soirée, nous allons retrouver Catherine Enziri et Gabriel Talon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Elsa, bonsoir à tous. En effet, Gabriel Talon et moi-même, nous allons vous parler des départementales en Bourgogne et en Franche-Comté. Et tout d'abord, la parole à Gabriel. Quel est le dispositif mis en place dans nos 8 départements ? Eh bien Catherine, un dispositif exceptionnel puisque nous serons présents dans les 8 villes préfectures de la région pour recueillir les réactions des candidats et également vous proposer des reportages. Alors, quels sont les enjeux de ces élections départementales en Bourgogne et en Franche-Comté ? Eh bien, quels vont être les présidents réélus ? On sait qu'actuellement, sur les 8 départements, 6 sont détenus par la droite et 2 par la gauche. Quelles vont être les bascules de droite à gauche ou de gauche à droite ? Et puis, quel score pour le Rassemblement national ? En effet, on s'attend à des scores élevés pour le Rassemblement national dans l'Yonne, dans le Pays de Montbéliard, dans le Doubs et également dans l'Est de la Haute-Saône. Voilà Elsa. Merci beaucoup Catherine, merci Gabriel et à tout à l'heure. Les départementales, les régionales, un scrutin, Jérémy, marqué par une très très forte abstention. Oui, jamais à des élections régionales ou des élections départementales, les Français n'avaient si peu voté. C'est aussi le cas cette année. Donc pour ce scrutin, une abstention record. Votre première réaction à cette abstention massive des électeurs, Jean-Marie Sermier ? D'abord, on sort d'une crise sanitaire et un certain nombre de personnes peuvent aujourd'hui craindre encore pour leur santé. Et puis, il faut le reconnaître, une inorganisation complète du scrutin et notamment la distribution des professions de foi, des bulletins de vote et quelquefois des bulletins de vote dans les communes qui ont fait que plus personne ne s'y retrouvait. Et évidemment, je crois aujourd'hui qu'on n'a pas fait en sorte. La responsabilité de l'État est engagée sur le fait qu'on n'a pas assuré à cette élection les moyens de réussir suffisamment fort à mobiliser les gens. Séverine Véziès, vous êtes d'accord ? Alors, je suis d'accord pour dire que l'abstention est un fait politique depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est déjà une réalité. Il faut se poser des questions quand on a plus du 2/3 des citoyens et des citoyennes qui ne se déplacent plus pour participer à la décision collective. Vous Mais comment je l'explique ? Je l'explique notamment par le fait que ça fait 30 ans qu'on trompe les électeurs et que quelque part, que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, ce sont les mêmes politiques libérales qui ont été menées et qui ont semé la misère et qui font aujourd'hui qu'on a une extrême droite assez forte. Et puis, il y a aussi cette désorganisation totale, et il faudra en tirer les conséquences au plus haut sommet de l'État, avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été totalement incapable d'organiser ces élections. À cette heure, on a plus de la moitié des électeurs de Bourgogne-Franche-Comté qui n'ont pas reçu la propagande, et certains, certainement... Je vous coupe la parole, il est 20h, on a la première estimation, Jérémy, pour notre région. Oui, la première estimation, Ipsos Steria, notre partenaire de France Télévisions pour cette soirée électorale, et vous allez voir, elle va s'afficher, estimation sortie des urnes. C'est une surprise, estimation qui balaye toute... alors déjà, on voit l'abstention, quasiment 66% d'abstention dans notre région, quasiment au niveau de l'abstention attendue au niveau national. Et puis les résultats donc qui contredisent tous les sondages réalisés pendant la campagne électorale. C'est Marie-Guite Dufay qui basculerait en tête de ce premier tour avec 26,2% des suffrages. Marie-Guite Dufay qui était
troisième du premier tour lors de la dernière élection régionale. Suivent dans l'ordre Julien Audoul, 23,8%, Gilles Platré, 20,9% et Denis Thuriot, 12,7%. Ces 4 listes sont en position de se maintenir pour le second tour. Elles dépassent le seuil des 10%. Suivent Stéphanie Maude, 9,9%, aura donc des 10% fatidiques. Stéphanie Maude qui peut éventuellement fusionner avec l'une des listes qui a dépassé les 10%. Puis Bastien Faudeau, 4,1%. Et Claire Rocher de Lutte ouvrière, 2,4%. Séverine Véziès, je reviens vers vous. 4,1%, c'est j'imagine une grosse déception ce soir. Alors, on va déjà rester prudent parce que pour l'instant, ce sont des estimations et au regard des taux d'abstention importants, je pense qu'il faut rester serein et attendre de voir les résultats consolidés. Après, je ne vais pas vous dire le contraire. Si les résultats se confirment, évidemment qu'on est déçu. Quand on mène une campagne, c'est pour gagner, c'est pour porter des idéaux. Voilà, donc je ne vais pas vous dire le contraire ce soir, évidemment. Patrick Molino, est-ce que ce n'est pas un résultat inespéré pour la majorité sortante ? D'abord, pardon, mais je vais revenir sur la participation. Vous aviez commencé à m'interroger tout à l'heure pour dire que je ne pense pas qu'il faille crier au loup. Nous étions, un certain nombre, à être assez défavorables à cette date pour l'élection, parce que nous savions d'emblée, en tout cas certains le pensaient, que techniquement, la situation sanitaire risquait d'avoir le même effet qu'elle a eu l'année dernière pour les municipales. Ça n'a pas manqué, mais en plus, comme cela a été dit, moi je parle de sabotage, réellement, de sabotage quant à la non-distribution de la propagande officielle. Et ça touche l'ensemble des forces politiques, quels que soient les programmes qu'ils défendent. C'est d'abord pour ces raisons techniques, celle de la situation sanitaire, puis celle de ce sabotage démocratique. On se demande si ce n'est pas organisé par le ministère de l'Intérieur. Dans ma commune, quasiment personne n'a reçu la propagande pour les régionales. Donc on a déjà cette difficulté. Pour le résultat, il est 20h et quelques minutes. Il faut raison garder. Évidemment, on préfère à 20h être premier qu'être plus loin, mais il faut attendre le dépouillement complet pour pouvoir voir quels sont réellement les équilibres politiques dans la région. Mais c'est plutôt le signe d'une reconnaissance du travail conduit par Marie-Guilde Dufay et sa majorité. Alors, puisqu'on évoque justement Marie-Guilde Dufay, on vous l'a dit, on va être tout au long de la soirée au plus près des candidats. On va tout de suite partir en préfecture de d'Or, retrouver Emmanuel Rivalin qui se trouve justement avec Marie-Guilde Dufay. Emmanuel, j'imagine que l'ambiance est plutôt bonne. Oui Elsa, mais je serais bien en peine de proposer une première réaction de Marie-Guilde Dufay qui n'est toujours pas arrivée ici en préfecture de Dijon, où elle est attendue pour prendre connaissance des premiers résultats consolidés. Alors ce que je peux vous dire, c'est que Marie-Guilde Dufay a voté ce matin dans sa ville, à Besançon, et elle a eu cette petite phrase comme un aveu. Elle nous a dit tout simplement « Je n'ai pas su rassembler la gauche, toute la gauche ». Eh bien, tout commence ce soir, effectivement, tout commence ce soir dans un état de désunion à gauche, amplifié sans doute par l'abstention, mais vous l'avez dit, les résultats semblent lui être favorables. Des négociations vont commencer dans la soirée. Dans un premier temps, le PS va se rassembler pour savoir qui va laisser sa place à d'éventuels nouveaux entrants. Et puis vers 22h, 23h, eh bien, il y aura cette triangulation avec les alliés naturels de la gauche de Marie-Guilde Dufay, à savoir les écologistes, et le temps des cerises. La soirée risque d'être longue ici à Dijon. Et une soirée que vous allez suivre pour nous. Merci beaucoup Emmanuel Rivalin. Olivier Damien, votre réaction d'abord peut-être à cette abstention record et puis au score du Rassemblement national qui était attendu beaucoup plus haut qu'il ne l'est et qui vraisemblablement a pâti lui aussi de cette forte abstention. Bien sûr. Alors moi, je voudrais quand même remercier les électeurs qui se sont déplacés, parce qu'on parle de ceux qui n'y sont pas allés. Moi, je remercie tous les électeurs qui ont fait cet effort-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est important, que c'est un geste citoyen. On aura l'occasion d'en reparler peut-être ultérieurement. En ce qui concerne les résultats, autour de ce plateau, c'est ce que tout le monde dit, il faut attendre un petit peu. Il faut voir comment les choses vont avancer dans la soirée. Si effectivement ça se confirme, c'est clair que nous aurons un gros travail au deuxième tour pour sensibiliser à nouveau notre électorat, pour bien leur faire comprendre quelle est l'importance de ce scrutin, quelle est l'importance du message que l'on porte, quelle est l'importance... Comment vous expliquez ce soir cette abstention? C'est une campagne qui n'a pas déchaîné les passions? C'est des mauvaises campagnes? Comment vous Non, je pense pas que ce soit une mauvaise campagne. Je pense d'abord qu'il y a un contexte qui a été décrit, qui a son importance. Je pense que effectivement les dysfonctionnements majeurs, on a vu des ministres aller faire campagne, ils auraient mieux fait de s'occuper des élections. Je pense au ministre de l'Intérieur en particulier. À partir de là, c'est vrai que les jeux étaient faussés.
forcément, et je crois que ça a une incidence évidente sur les résultats que nous allons observer ce soir. Bon, ceci étant dit, c'est le premier tour. Voilà, nous allons nous organiser, nous allons analyser ces résultats, nous allons voir comment on peut organiser ce deuxième tour, organiser la riposte et voir comment on peut nous mobiliser notre électorat qui manifestement, si les résultats se confirment, une fois de plus je le dis, si les résultats se confirment, c'est vrai qu'il faudra faire un effort dans ce sens-là. Voilà. Alors justement, on va filer tout de suite à Dijon, dans le QG justement de Julien Audoul, la tête de liste du Rassemblement national. Valentin Châtelier nous attend sur place. Valentin, quelle est l'ambiance dans le camp de Julien Audoul ? Eh bien, assez calme pour l'instant. En fait, il n'est pas encore descendu. Il est attendu d'ici 20h30 pour réagir à ces résultats, justement. Par contre, Julien Audoul, le candidat du Rassemblement national, est descendu assez brièvement il y a quelques minutes seulement pour prononcer ses propos. La température est incertaine. On attend de savoir, en fait, si c'est une grosse désillusion ou non pour le candidat du Rassemblement national, qui, je vous le rappelle, était crédité de 28% des voix dans le dernier sondage. Il devait être en tête selon ce même sondage et là il arriverait en seconde position derrière la présidente sortante. Une grosse désillusion également car comparé aux résultats de 2015, aux dernières élections régionales, le RN perdrait du terrain. À l'époque, Sophie Montel, la candidate du RN, avait réalisé 31% des voix au premier tour et n'avait pas forcément réussi à l'emporter au second tour. Je vous l'ai dit, Julien Audoul est attendu ici d'ici 20h30 pour réagir à ces résultats. On reviendra vous voir. Merci beaucoup Valentin Châtelier. Et on va rester extrêmement prudent puisque ce sont des estimations, Jérémy. Alors Olivier Damien, effectivement, on le rappelait avec notre envoyé spécial au quartier général de Julien Audoul, il y avait les sondages, mais il y a aussi les faits. C'est ce score de 31,5% des suffrages la dernière fois, lors des dernières régionales en 2015. Vous êtes estimé ce soir par notre partenaire Ipsos Steria à 8 points de moins. Ça veut dire que vous avez perdu énormément d'électorat entre ces deux scrutins. Alors, on va voir. 8 points de moins, on va voir. Bon, si c'est un recul, ce sera à nous d'en tirer les conclusions, de voir où le bas a blessé, où peut-être nos messages ne sont pas passés. Je rappelle également que 2015, c'est un autre contexte. Je rappelle qu'à l'époque, la République En Marche n'existe pas. C'est François Hollande qui est président. Vos électeurs seraient partis à la République En Marche ? Non, ils ne sont pas partis forcément à la République En Marche, mais enfin, le paysage politique a changé. Et à partir de là, on modifie le paysage politique, forcément, c'est susceptible de modifier les comportements électoraux. De la même façon que l'impact de la période que nous venons de traverser sur cette campagne est évidente. Je veux dire, on peut pas la nier. C'est une élection moins populaire aussi. Pardon ? C'est une élection moins populaire aussi. Moi, je crois que c'est une élection qui est incomprise. Je crois qu'il y aura nécessairement des messages de clarification à faire par rapport à ce que portent ces élections, ce qu'elles signifient. Je pense qu'il faut que il y a un gros travail. Patrick Molinos le disait, vous n'êtes pas forcément les premiers à parler du cœur des compétences de la région. Non, mais alors nous en avons parlé. Nous avons fait quand même un certain nombre de propositions dans différents domaines. On ne peut pas dire qu'on se soit écarté du sujet. Vous avez beaucoup parlé de sécurité. Non, mais alors moi je vous pose la question. On dit suffisamment que cette élection n'intéresse personne. Si on n'avait pas parlé d'un sujet qui intéresse quand même les Français, on en serait où aujourd'hui ? La sécurité est un sujet. Nous l'assumons. Nous assumons ce choix-là. C'est un sujet. C'est un sujet. Mais je regrette. Elle a des compétences évidentes par le biais de certains leviers. Je le maintiens et je le dis très fort. Maintenant, c'est sûr que je pense que nos concitoyens n'ont pas été intéressés par cette campagne. Allez, posons-nous les bonnes questions. Autre liste qui a mis la sécurité en avant, c'est la vôtre, Jean-Marie Sermier. Oui. Donc je rappelle le sondage sorti des urnes, vous êtes à peu près à 21%. Quel regard vous portez sur ce niveau, ce score ? Écoutez, d'abord, il faut conforter tous ces résultats en cours de soirée, puisque vous savez qu'il y a une petite différence quand même entre le vote en campagne et le vote dans les villes, et qu'on n'a pas dans les premières estimations forcément l'ensemble de la représentation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que partout en France, on constate une poussée très forte des sortants.
Parce il y a une immense prime aux sortants ce soir dans toutes les régions. Évidemment, quand vous avez une campagne qui a été un peu mise sous éteignoir à cause de la crise sanitaire, sur lesquelles d'ailleurs on pourrait causer beaucoup sur la capacité d'avoir des réunions qu'on nous a refusées et qui auraient pu expliquer à nos concitoyens les compétences de la région et des départements pour ce qui concerne les départements. Donc quand on est dans cette logique de non-campagne, forcément le sortant est plus connu. Le contexte est le même pour tous. Oui, mais je constate que pour les quelques chiffres que j'ai au niveau français, partout ailleurs, les sortants font pratiquement 20% de plus qu'ils n'ont fait l'autre fois. Mais partout ailleurs, la droite est plutôt bien. En Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que le sortant, Laurent Wauquiez, est pas loin de 45%. Oui, 44, Xavier Bertrand est aussi aux alentours de 45-46%. Et à gauche, c'est aussi le cas d'Alain Rousset, de Carole Delga. Et je constate que finalement, c'est en Bourgogne-Franche-Comté que la prime au sortant est la plus faible. Ce qui veut dire que tout est encore à jouer. Et Madame Dufay avait raison ce matin quand elle disait que tout commençait ce soir. Tout commence réellement ce soir. Et je crois qu'il va falloir qu'on mobilise l'ensemble de nos électeurs. Nous sommes, et tout le monde le sait bien, la seule liste d'alternance à la gauche socialiste. Eh bien, on l'expliquera pendant la semaine qui va se dérouler. Mais néanmoins, Jean-Marie Sermier, d'ordinaire, c'est la droite qui mobilise davantage. Là, ce soir, c'est pas le cas en Bourgogne-Franche-Comté. Mais où est passé votre électorat? Il est parti à la pêche? Non, rassurez-vous, notre électorat, il est comme tous les électorats, ils se sont posé des questions. Peut-être aussi qu'un certain nombre de personnes âgées, un certain nombre de personnes dans la ruralité sont moins venues voter qu'ils ne venaient traditionnellement. On va les mobiliser au cours des semaines à venir, parce que je vous le dis, on n'a pas pu faire les rencontres. Nos campagnes à droite, elles s'assument complètement sur du terrain. Alors avec Gilles Platré, on a fait beaucoup de terrain, probablement d'ailleurs que nous sommes la liste qui avons fait le plus de terrain, mais pas encore suffisamment, et on va continuer dans la semaine qui va venir. Patrick Molinoz. Oui. Sur les résultats ce soir et sur l'après. On entendait tout à l'heure Emmanuel Rivalin dire que des discussions allaient s'engager avec les autres listes de gauche. Est-ce que vous confirmez ? On attend la totalité des résultats et effectivement, Marie-Guy a indiqué depuis le début de la campagne qu'elle entendait rassembler la gauche. Nous sommes le rempart, le seul rempart en Bourgogne-Franche-Comté à l'arrivée du Rassemblement national. Vous voyez bien les résultats ce soir. Mais rappelez-vous 2015. Non, mais on est plus rappelez-vous en 2015. Nous sommes arrivés troisième au final. Nous avons gagné. 2015. Pardon, je ne vous ai pas interrompu, M. Sermier. Oui, mais moi je vous dis la vérité. Ayez cette correction. La vérité, c'est que nous étions arrivés troisième et que nous avons gagné. Nous avons été le rempart en 2015 et que là nous sommes et que là à ce stade, nous sommes 3 Ne jouez pas les hommes du passé. Nous sommes 3. Les formules, M. Sermier. On peut regarder les chiffres tels qu'ils sont à cette heure-ci. Nous verrons à 23h. Vous parlez d'élections qui se sont déroulées il y a 6 ans. Laissez-moi Monsieur Sermier, ça n'est pas très correct. Et je pense que si vous avez ces résultats, c'est cette façon de faire de la politique qui agace nos concitoyens. Disons-leur la vérité. Regardons simplement ce que sont les résultats à cette heure-ci. Puisque vous parlez de résultats, je vous en donne une estimation. François Rebsamen affirme que Marie-Guy Dufay serait à 32% dans la ville de Dijon. Si Marie-Guy Dufay est à 32% dans la ville de Dijon, ce sera notamment grâce à l'engagement de François Rebsamen derrière notre liste. Avec notre liste, c'est extrêmement important et ça pèsera lourd sur le résultat final. Donc je réaffirme, M. Sermier, que nous sommes le rempart contre le Front National. Nous progressons à cette heure-ci par rapport à 2015 et vous régressez et le Front National régresse. Vous savez bien que ça n'est pas vrai, parce qu'en 2015, il n'y avait pas la République En Marche. Vous savez bien que le paysage électoral a changé. Donc aujourd'hui, nous sommes la seule liste, nous sommes la seule liste en capacité de faire une proposition pour une alternance républicaine. Si vous parlez les deux en même temps, on ne vous comprend rien. On ne comprend rien, messieurs. Et M. Sermier n'a cessé de m'interrompre. Séverine Véziès, est-ce que la gauche va parler à la gauche ce soir ? Mais nous, on a toujours dit depuis le début qu'on était pour le rassemblement de la gauche et des écologistes, et on a fait ça depuis le début. Donc voilà, nous, on est la gauche sincère, claire. On l'a toujours dit, on fera ce qu'on avait dit. Est-ce que les tractations commençaient déjà ? Alors, moi, je voudrais revenir d'abord sur un point. On peut le dire. On peut le dire, elles ont commencé. On a eu des échanges, ça discutait encore jusqu'à hier soir. Mais moi, je voudrais revenir sur un élément quand même. Je veux dire, l'organisation de cette élection, on est quand même face à une crise d'État qui est quand même phénoménale. Et il faut qu'on en tire les conséquences pour les prochains scrutins.
scrutin. Il ne faut pas oublier que Adrexo, qui est la société privée qui a eu le monopole dans un certain nombre de régions pour désorganiser cette élection, est celle qui est prévue pour les élections présidentielles de l'année prochaine. Donc c'est encore une fois, là, on voit bien un exemple de l'échec de la mise en concurrence d'un service public. Une entreprise privée n'est pas capable de gérer une mission de service public et il faut que les libéraux en tirent les conséquences ce soir. Mais ce discours-là, il ne porte pas dans les urnes aujourd'hui. Non, mais moi je parle Non, mais votre discours, je veux dire, là, l'estimation, c'est moins de 5%. Oui, non, mais pendant la campagne, on a porté un programme. Là, moi, je suis en train de vous parler de ce qui s'est passé ces derniers jours avec la distribution de la propagande. C'est deux choses différentes. Oui, mais c'est la question de la privatisation des services publics. Oui, mais force est de constater, les faits le montrent que ça ne fonctionne pas. Donc, je pense aussi que dans cette élection, il y a eu un vote utile qui s'est mis en place. On peut pas le nier. Et que le fait que le gouvernement installe une dualité entre le Rassemblement national et le reste du monde fait qu'à un moment donné, les électeurs se sont mobilisés dans le cadre d'un vote utile. Alors, on parle de La République En Marche. Qu'allez-vous faire avec La République En Marche, Patrick Molinos? Est-ce que vous allez discuter avec Denis Turriot, qui a fait des appels du pied à Marguerite Dufay assez flagrants lors du débat que nous avons organisé il y a une dizaine de jours? Denis Turriot a dit qu'il serait intelligent par rapport au risque Rassemblement national. Moi, je ne pas parler à la place de la REM ou de Denis Turriot. Nous souhaitons rassembler la gauche et toute la gauche. Nous attendons d'avoir la totalité des résultats. Ce n'est effectivement pas la même chose si nos alliés naturels sont à 12, à 8, à 5. Vous n'avez pas forcément besoin d'eux ce soir? Mais les résultats nous diront. En tout cas, on a besoin d'eux dans l'esprit, dans tous les cas. Une liste qui ferait moins de 5 n'a pas la possibilité légale de rentrer avec nous dans le dispositif. Ça ne veut pas dire que leurs électeurs vont aller à la pêche et prendre le risque que le RN repasse devant au dernier instant. La mobilisation doit rester complète jusqu'à dimanche 27 à 19h pour les derniers bureaux de vote. Est-ce que vous souhaitez, soyons clairs, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des écologistes, des candidats de la liste de Stéphanie Monne sur la liste de Marguerite Dufay la semaine prochaine? Nous souhaitons que la gauche l'emporte. Nous sommes le rassemblement de la gauche dès le départ, avec les trois partis historiques de la gauche, le Parti radical de gauche, le Parti communiste, le Parti socialiste. Et nous échangeons tout à fait librement et en construction. Nous n'avons pas exactement la même ligne que LFI, ça va sans dire, mais nous sommes dans la même grande famille. Nous ne partageons pas exactement la même ligne que tous les Verts, cela va sans dire, mais nous sommes dans la même grande famille. Attendons d'avoir les résultats et mettons-nous en ordre de marche pour mobiliser et que Marguerite Dufay, qui a un bilan exceptionnel, puisse continuer pendant ce mandat à travailler en toute mesure. Je suis un peu de parti pris, je suis un de ses vice-présidents. C'est normal que je défende ce bilan tout de même. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive notre tournée des quartiers généraux. Et cette fois, c'est Christophe Taris qui nous attend. Christophe Taris en direct. Vous êtes, Christophe, vous avec Gilles Platré. Alors, est-ce que le candidat LR est arrivé de sa ville de Châlons déjà ? Eh bien, Gilles Platré est toujours à la mairie de Châlons. Il est arrivé à l'hôtel de ville peu avant 19h. Il a assisté au premier dépouillement dans les bureaux de l'hôtel de ville. Puis après, il s'est enfermé dans son bureau de maire pour suivre les premiers résultats. Et à la lecture de ceci, il y a un petit peu de surprise. On s'attendait à être bien plus haut. Il a reçu un message de félicitations d'Alain Joyandet, lui félicitant de son score en Haute-Saône. Il est aussi très haut en Saône-et-Loire et ici même, évidemment, à Châlons. Mais sa troisième place laisse un petit goût amer. Ici, il devrait quitter très prochainement ses bureaux de maire de Châlons pour rejoindre un hôtel dijonnais où il doit suivre la soirée avec d'autres têtes de liste pour affiner évidemment sa campagne du deuxième tour. Et sa stratégie. Merci beaucoup, Christophe Taris. Et parmi les interlocuteurs de Gilles Platré, il y aura très certainement Jean-Marie Samé qui a souri à cette évocation. Un goût amer, disait Christophe Taris. Vous le partagez, ce goût amer ? Non, on s'attendait à être dans ces niveaux de résultats-là. Alors effectivement, la surprise, deuxième est beaucoup plus près du premier. La surprise vient effectivement que le RN est très bas par rapport aux annonces. Mais vous savez, moi j'ai fait un certain nombre de législatives et en 2017, la différence entre les résultats, c'était plus 10 points entre le premier et le deuxième tour. C'était déjà le cas au régional en 2015. Alors, donc il faut être très mesuré, très patient. Moi je vous le dis, je vous le répète, nous sommes la seule liste
en capacité à pouvoir faire une alternative à la liste de gauche, dont on a bien compris qu'elle souhaitait avoir une position encore plus dure à gauche, puisqu'ils souhaitent avoir LFI avec eux, eh bien, nous, on invite tous les Bourguignons et tous les Francs-Comtois qui souhaitent faire une alternative à Madame Dufay, à ce bilan qui est loin d'être exceptionnel, et avoir une région un peu plus charismatique, de venir nous rejoindre. Monsieur Sernier, juste pour vous répondre, la liste Le Temps des Cerises est une liste de rassemblement de 9 organisations politiques, dont Génération et dont la France Insoumise. Par contre, vous faites alliance avec Debout la France. Donc, pardonnez-moi, mais l'extrême, il est pas du bon côté. Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans quelques minutes. On va prendre la direction. On va se rendre tout de suite vers Catherine Emziri et Gabriel Talon pour faire un point sur les élections départementales. C'est à vous, Catherine. Oui, merci Elsa. Rebonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent. En effet, maintenant, on va parler des départementales. Donc, il y a 8 départements en Bourgogne-Franche-Comté. 6 sont à droite, 2 sont à gauche. Et Gabriel, nous allons dans un instant, nous irons, Gabriel, en Saône-et-Loire puis en Côte-d'Or. Mais tout de suite, on rejoint Quentin Carudel, qui est en direct de Lons-le-Saunier, la ville-préfecture du Jura, un donc des départements qui est à droite. Quentin, quels sont les enjeux dans ce département ? Eh bien oui, les enjeux dans le Jura sont multiples. Du côté de La République En Marche, les 2 binômes de la majorité présidentielle n'ont pas vraiment d'opposition de la part de la gauche et de la droite traditionnelle. Alors, simple coïncidence ou accord de principe ? Pour la droite majoritaire au conseil départemental, il n'y a pas vraiment de suspense non plus. La preuve, le président sortant, Clément Pernaut, seul candidat dans son canton de Champagnole, est donc sûr d'être réélu. À gauche aussi, l'union est difficile puisque quelques binômes se sont constitués, mais ils ont été battus en 2015. Ils sont minoritaires au conseil départemental depuis 6 ans. La gauche espère maintenant reconquérir sa place. Il y aura aussi le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national risque de jouer les arbitres entre la gauche et la droite dans 9 cantons sur 17. Merci Quentin. Merci Quentin. Donc, nous allons maintenant à Belfort retrouver Émilien Diaz. Donc le département du territoire de Belfort est aussi un département à droite. Le Jura, donc Clément Pernaut est d'hiver droite. Florian Bouquet, c'est le président LR du territoire de Belfort. Et Émilien, quels sont donc aussi les enjeux, les rapports de force entre la droite, la gauche et peut-être le Rassemblement national dans le territoire de Belfort ? Bonsoir Catherine. Eh bien, tout d'abord, il faut préciser qu'ici, on est dans le plus petit département de la région, 9 cantons, 18 représentants à élire au conseil du département. Donc l'importance des cantons aujourd'hui qui vont pouvoir faire basculer la majorité d'un côté ou d'un autre, ça va être très important sur ce scrutin. Et l'enjeu, il est surtout pour les Républicains qui l'ont emporté en 2015. Florian Bouquet, vous l'avez dit, le président actuel qui se représente sur son canton de Châtenois-les-Forges, où il va faire face à un duel avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national aussi, on peut en parler puisqu'il est faiblement présent sur cette élection avec 2 candidatures dans 2 cantons. C'est 7 de moins qu'en 2015. Il y aura donc un vrai rapport de force entre les Républicains, le Rassemblement national, la gauche aussi qui voudra tirer son épingle du jeu dans certains cantons où elle est présente. Voilà les enjeux ici dans le territoire de Belfort pour ce premier tour. Merci Émilien. Je donne la parole maintenant à Gabriel Talon pour les départements de Bourgogne. Et Gabriel, vous nous emmenez tout d'abord, c'est pas vous qui allez tout de suite, mais en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, oui, puisque le département avait basculé en 2015, passant de la gauche à la droite. Le président d'hiver droite, André Carry, est candidat à sa réélection. Et on retrouve tout de suite à la préfecture de Mâcon, Florence Donjon. Président sortant, André Acari, part favori, fort de son bilan, notamment en matière de santé. La majorité départementale est présente dans la plupart des cantons. Face à lui, l'opposition avance en ordre plus que dispersé. Pour preuve, certains élus de gauche, dont le maire de Gueugnon, Dominique Lotte, ancien parti socialiste, entendent bien faire réélire André Acari et se sont reliés à sa cause. Un soutien qui en dit long sur l'état de la gauche dans le département. Fracturée, dispersée, elle est totalement absente dans 6 cantons sur 29 au total. L'objectif, en revanche, est atteint pour le Rassemblement national qui est présent sur tout le département de la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, un département qui semble être le reflet de la vie politique nationale. Je vous le rappelle, le département était dirigé jusqu'en 2015 par la gauche sous la présidence d'Arnaud Montebourg.
Merci. Donc Gabriel, maintenant, autre département donc de Bourgogne, vous nous emmenez en Côte d'Or. Oui, la Côte d'Or, présidée par l'UDI, donc François Sauvadet. On va tout de suite retrouver à la préfecture de Dijon Anne Berger. Anne, eh bien, quels sont les enjeux de son scrutin? Et puis, est-ce que l'on a déjà des premiers résultats, des premiers éléments, notamment sur la participation? Alors, il va falloir attendre un petit peu pour avoir la participation définitive. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui caractérise la Côte d'Or, c'est sa stabilité. Le département est à droite depuis les années 80 et en 2015, elle avait encore renforcé ses positions. Elle détient 14 cantons sur 23. Va-t-elle conserver cet avantage? Eh bien, c'est toute la question, surtout après la confusion qui est venue semer dans son camp l'autre scrutin, celui des régionales, puisque deux vice-présidents s'y présentent sur deux listes opposées, l'un sur la liste de droite de Gilles Platret, l'autre sur celle de la République en marche, qui aligne par ailleurs 9 binômes pour ce premier tour. Mais bien sûr, c'est surtout le score du Rassemblement national qui va être scruté en Côte d'Or. En 2015, il s'était qualifié pour le second tour dans 16 cantons sur 23. Arrivé en tête dans 3 cantons, le parti de Marine Le Pen va-t-il cette fois pouvoir faire son entrée dans l'Assemblée départementale? C'est aussi l'un des enjeux de ce scrutin. Merci Anne. On va maintenant prendre la direction de la Nièvre pour retrouver Rémi Chiden à Nevers. Rémi, bonsoir. On dit que lors de cette élection, le Parti socialiste pourrait être menacé. Oui, alors pour l'instant, la seule certitude, c'est que le département aura un nouveau président à l'issue de ce scrutin. Alain Lassus, en poste depuis 2017, a choisi de passer la main. La question qui se pose, c'est de savoir donc s'il aura un successeur issu de la majorité socialiste à la tête du département depuis plus de 60 ans, ou si le changement de personne sera aussi l'occasion d'un basculement du département. En 2015, la gauche avait été menacée, mais avait réussi à emporter 10 cantons sur 17. Cette fois, l'équilibre semble plus précaire encore. Le Rassemblement national est aussi en embuscade, en espérant profiter de sa progression lors des dernières élections pour faire son entrée au sein de l'Assemblée départementale. Reste à savoir si la participation, bien plus faible qu'en 2015, sera favorable aux sortants ou si cela pourrait favoriser des surprises. Merci Rémi Chiden. On va maintenant prendre la direction de Lyon et on va aller à Auxerre retrouver Sébastien Quéroux. Sébastien, il ne devrait pas y avoir beaucoup de suspense. La droite devrait garder la majorité. Oui, tout à fait, Gabriel, parce que d'après les premiers résultats qu'on a pu recevoir il y a seulement quelques minutes, eh bien, la droite l'emporterait dans 16 cantons des 21 contre le département de Lyon. À noter que Patrick Gendreau, l'actuel président du conseil départemental de Lyon, est arrivé largement en tête dans son canton de Chablis. Et puis, concernant la gauche, eh bien, elle partait unie dans ces élections départementales, mais elle n'arrivait en tête que dans un seul canton, c'est celui de Joigny, avec Frédéric Collat. Et à noter que le Rassemblement national qui arrive en tête également dans 2 cantons, ceux de Torigny-sur-Eure et Cœur-de-Puisaye. Pour l'instant, donc, la droite semble confirmer son hégémonie sur le département de Lyon. Ces résultats ne sont que partiels, bien entendu. Merci beaucoup. Nous allons maintenant dans le territoire de Belfort, à Belfort même, où nous attend Florian Bouquet, qui est le président des Républicains donc du conseil départemental du territoire. Monsieur Bouquet, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à vous. Oui, je vous entends, Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser une question bête. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Parce que là, il est 20h28 et nous n'avons pratiquement pas de résultats. Quelle est la tendance qui se dessine dans votre département? Eh bien, tout d'abord, nous avons, sur le canton de Châtenois-les-Forges, par exemple, où je suis le conseiller départemental sortant, la question, il nous reste encore à dépouiller quelques communes, mais il semblerait que je sois pas loin d'être élu au premier tour, avec un peu plus de 70% des voix. Sur le canton de Grand-Villard, mon candidat Alexandre Mansanet est bien placé aussi pour être qualifié au 2e tour contre le conseiller départemental sortant. Sur le secteur de
Beaucourt, où le sénateur du territoire de Belfort, Cédric Perrin, était candidat. Là encore, il y a de belles perspectives. Il semblerait qu'un deuxième tour soit nécessaire, mais il est seul candidat sur ce canton-là. Mais un deuxième tour sera nécessaire, faute d'avoir atteint le seuil des 25% des inscrits. Et puis sur le secteur de Rougemont-Château, Giromagny, au nord du territoire de Belfort, eh bien, mon candidat Didier Valverdu est très très bien placé, oui, là, largement en tête des candidats. Oui, là c'était donc un binôme de gauche qui était sortant et qui ne se représentait pas. Donc là, vous nous annoncez que M. Valverdu donc est en tête dans ce département, c'est très important. Il est très largement en tête, mais un deuxième tour sera nécessaire pour confirmer ce choix. Et donc, les électeurs sont bien évidemment appelés à renouveler leur choix et puis à l'amplifier dimanche prochain sur le canton. Et puis, je n'ai encore pas suffisamment de précision sur le canton de Valdoie-Offemont, où la conseillère départementale sortante, Marie-France Séfis, est en tête pour l'instant au regard des résultats du dépouillement. Et sur la ville de Belfort. Se comporte plutôt bien, quoi. Vous avez l'air d'être un homme plutôt serein. Voilà, exactement. Alors, si vous voulez, rien n'est fait, puisque les dépouillements ne sont pas totalement achevés ici ou là dans le territoire de Belfort. On y verra un peu plus clair d'ici 1 heure. Et enfin, bien un deuxième tour sera nécessaire, mais le deuxième tour, les compteurs sont remis à zéro. Donc, il faut aussi que les électeurs qui sont déplacés aujourd'hui renouvellent leur choix. Oui, oui. Je vous remercie. Alors, dans le territoire de Belfort, on totalise quand même un peu plus de participation que partout en France. Bon, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bouquet. Je vais donner maintenant la parole à Gabriel Talon, parce que les propos de Florian Bouquet ont pu apparaître à certains d'entre vous un petit peu obscurs. Il dit il est arrivé premier très largement, à 70%, mais il ne sera pas élu dès ce soir. Donc, Gabriel, juste un mot pour nous expliquer comment fonctionne ce mode de scrutin des départementales pour qu'un candidat, même tout seul, ou alors avec 2 binômes sur son canton et très largement en tête, n'arrive pas à être élu dès le dimanche 20 juin. Alors Catherine, pour être élue au premier tour dans ce scrutin, eh bien en fait il faut respecter 2 conditions. La première, avoir bien évidemment la majorité absolue, autrement dit la moitié des voix plus 1, mais également il faut avoir recueilli de 25% des inscrits, donc autrement dit 1/4 des inscrits, et bien évidemment plus l'abstention est forte, plus le pourcentage de suffrages exprimés que vous devez avoir est supérieur. Par exemple, si on prend une abstention à 40%, il vous faudra recueillir 62,5% des suffrages exprimés pour être élu au premier tour. Il est fort en maths quand même, il est très très fort. Merci Gabriel pour cet éclairage. On va maintenant dans le Doubs, au Cursal, à Besançon, pour retrouver Stéphanie Bourgeot. Stéphanie, quelle est l'ambiance au Cursal? C'est la question qu'on pose toujours lors des élections, parce qu'au Cursal, c'est quand même le pouls de la gauche qui bat là-bas. Et que se passe-t-il ce soir ? Eh bien, le Cursal, pour l'instant, est interdit au public. Vous le voyez derrière moi, seuls les présidents de bureaux de vote viennent déposer leurs enveloppes. Mais donc, pour l'instant, l'ambiance est un peu particulière. Pas de public, juste des élus ou des candidats qui attendent leur tour. Vous le savez, malgré une parenthèse de 11 ans à gauche, le département du Doubs est un département résolument et historiquement dédié à la droite. L'actuelle présidente, LR, Christine Bouquin, y gouverne avec une confortable majorité de 26 sièges sur 38. Inutile de vous dire donc que le suspense ici n'est pas particulièrement poignant, d'autant que la gauche dont on parlait à l'instant avance divisée. Plusieurs cantons sont ce soir le théâtre de luttes fratricides. C'est le cas à Bavans, Audincourt, Betoncourt et Valentinier. La droite également affiche quelques dissensions, quelques querelles internes, mais dans une moindre mesure dans 3 cantons seulement, dont celui de Besançon 5. Non, en fait, le véritable enjeu ce soir, c'est de savoir si le Rassemblement national, jusqu'à présent absent de l'Assemblée départementale, parviendra à décrocher un ou plusieurs tickets. Le Rassemblement national, qui fidèle à sa stratégie, présente des binômes partout. Et rappelons qu'en 2015, il s'était qualifié pour le second tour dans 14 des 19 cantons, réalisant parfois des scores supérieurs à 30%, notamment dans le pays de Montbéliard. Merci Stéphanie. Nous allons maintenant à Vesoul pour le département de la Haute-Saône. Là aussi, on scrutera avec beaucoup d'attention le score du Rassemblement national sur ce département. C'est de plus le dernier département à gauche en Franche-Comté. Son président, c'est le divers gauche Yves Cratinger. Frédéric Buridan, quels sont les enjeux dans ce département ?
Alors vous venez de le dire, Catherine, le principal enjeu dans ce département va être bien justement l'avenir du président actuel Yves Crattinger, qui se représentait. Face à lui, il a eu le sénateur et ancien maire de Vesoul, Alain Joyandet, qui s'est lancé aussi dans la course. Donc on a pu assister à un duel entre les deux. Et derrière tout ça, vous l'avez dit, le Rassemblement national qui espère bien jouer les troubles faits. Nous avons eu au téléphone tout à l'heure son leader dans le département qui apparaît confiant dans les premiers chiffres qu'il a pu avoir dans les 34 cantons que compte le département de la Haute-Saône. Merci Frédéric Duridan, donc en direct de Vesoul. Maintenant, Gabriel, nous allons dans l'Yonne. Oui, où nous attend à Auxerre le président sortant du conseil départemental, Patrick Gendreau. Patrick Gendreau, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous avez, vous, des premiers résultats à pouvoir nous donner ? Alors écoutez, les premiers résultats que je peux vous donner, ce sont ceux qui concernent mon canton de Chablis, puisque j'arrive à l'instant, c'est le plus grand canton du département, 62 communes. Donc j'ai la quasi-totalité des résultats et nous sommes avec ma collègue Sylvie Charpignon en tête, largement en tête. Et suivi, je crois, du Rassemblement national. Je n'ai pas les résultats encore définitifs, mais nous sommes en tête, malgré une abstention quand même qui est très importante, mais qui malheureusement n'est pas spéciale au département de l'Yonne. Je me réjouis quand même d'avoir obtenu 70% des suffrages exprimés Est-ce que vous avez sur la ville de Chablis. À l'échelle du département, on dit que les candidats de la droite et du centre pourraient être en tête dans 19 des 21 cantons. Alors, j'avais comme élément, il y a 5 minutes, environ 16 à 17 cantons. Donc là, vous me dites 19. Vous voyez, je n'ai vraiment pas tous les résultats, puisqu'il y a encore des communes, notamment à Auxerre, à Sens, où on n'a pas les résultats définitifs. Mais je crois effectivement que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, la majorité que je représente, droite, centre et indépendant, se trouve bien placée dans une bonne partie des cantons. On nous dit également que dans votre département, comme ailleurs, le Rassemblement national serait en recul par rapport à 2015. Est-ce que vous avez des informations qui confirmeraient ces éléments ? Alors, je n'ai pas ces informations sur le plan départemental, je vous le dis très sincèrement. Par contre, sur mon territoire, il y a effectivement une baisse du Rassemblement national. Donc, je pense que, si nous ne sommes pas le baromètre, mais je pense que c'est ce que l'on voit d'ailleurs au niveau des régions. Et je pense qu'effectivement, il y a une légère baisse de ce parti. Merci Patrick Gendreau. Alors, donc, moi, je vais reprendre la main juste pour vous dire que à l'heure où nous parlons, il est 20h36. D'habitude, on sait à peu près tout comme résultat dans les départements dès 19h. Mais on l'avait pas dit parce qu'on devait se taire jusqu'à 20h. On n'avait pas dit, par exemple, en 2015, que le département du Jura basculait de gauche à droite, par exemple. Mais là, nous avons très très peu de résultats. Mais comme donc le suspense est insoutenable pour ces départementales, je donne la parole à Gabriel et après je la reprends pour vous donner le seul et unique canton que j'ai. Gabriel, vous en avez, vous, des résultats? Alors, j'en ai pas beaucoup plus que vous, Catherine, j'en ai qu'un également. Un résultat qui nous vient de Saône-et-Loire avec le canton du Rigny, un canton qui était en fait jusque-là détenu donc par la gauche et la sortante Catherine Fargeot qui a été battue et ce sont en fait un binôme d'hiver droite, Patrick Desroches et Karine Lalanne, qui arrivent en tête avec 42,59%. Et en deuxième position, donc Catherine Boulet et Patrick Monin de la gauche 71. Oui, donc il y aura un deuxième tour dimanche prochain. Alors moi, le canton que j'ai, c'est celui de Villars-Sexel, en Haute-Saône, Villars-Sexel. Donc là, c'était un canton qui appartenait, si j'ose dire, à la gauche, et les deux binômes, Gérard Pelteret notamment et Sabrina Fleureau, ne se représentaient pas. Et actuellement, donc, il y a bien un ballottage pour dimanche prochain. On peut constater que c'est Isabelle Géhin et Michel Richard, qui sont tous les deux des Républicains, qui arrivent en tête avec 37% des voix. Barbara Boxtal et Patrick Gou arrivent en deuxième position et sont qualifiés eux aussi pour le deuxième tour dimanche prochain. Barbara Boxtal, c'est la nouvelle maire
de Villers-Sexcel. Donc le Rassemblement national est battu dans le canton de Villers-Sexcel et c'est ça qui est tout à fait étonnant. En effet, pour le peu de résultats que nous avons et les peu de tendances que nous avons, on constate que le Rassemblement national, contrairement à ce que nous disaient les sondages, semble en recul, même pour les départementales. Et on a vu également que pour les régionales, ce n'était pas tout à fait comme on nous avait annoncé. Julien Audoul dans un fauteuil en première position. C'est un petit peu plus compliqué ce soir, notamment à cause de l'abstention. Parce qu'il est très difficile, quand il y a aussi peu de votants, d'arriver justement à des résultats qui sont conformes aux prévisions, puisqu'il y a très peu de citoyens qui se sont déplacés aux urnes. Je laisse maintenant la parole à Elsa pour le plateau des régionales en vous retrouvant dans la deuxième tranche de décrochage en espérant qu'on aura beaucoup plus de résultats à vous communiquer. À tout à l'heure Elsa. À tout à l'heure, Catherine et Gabriel. Merci à vous. On va ici sur le plateau des régionales vous redonner ce sondage Ipsos Steria avec vous, Jérémy. Vous êtes fort en maths aussi. Oui, c'est pas un résultat définitif pour les régionales, mais c'est un sondage sorti des urnes Ipsos Steria et c'est Marguerite Dufay, la présidente socialiste sortante, qui basculerait en tête de ce premier tour ce soir. 26,2% des suffrages. Elle devancerait le candidat du Rassemblement national, Julien Audoul, autour de 23,8%, puis Gilles Platré des Républicains 20,9%, enfin Denis Thuriot 12,7%. Denis Thuriot, le candidat La République en Marche, suivent Stéphanie Maude juste en dessous de la barre des 10%, puis Bastien Faudeau 4,1% et enfin Claire Rocher 2,4%. Olivier Damien, vous étiez plutôt confiant au Rassemblement national depuis quelques semaines. Rien n'est fait, c'est la conclusion de ce chiffre. Soyons très clairs, c'est une élection. Les sondages, nous les avons pris pour ce qu'ils étaient. Il est clair que nous savions que le contexte allait être très compliqué. Nous avons vu dans quelles conditions lamentables ces élections ont été organisées. Donc il était évident mais ça, c'est pour tout le monde. Oui, mais pour tout le monde, il n'en demeure pas moins que c'est la démocratie qui en prend un coup. Quels que soient les partis, on est bien d'accord. Mais ce soir, c'est particulièrement le Rassemblement national, comme aux dernières municipales d'ailleurs, qui pâtit de l'abstention. Contexte sensiblement identique. Alors moi, je pense que nos forces sont encore disponibles. Soyons très clairs. On fera le point la semaine prochaine. C'est vrai que si les résultats se confirment et nous placent en deuxième position, eh bien, il faut que les électeurs du Rassemblement national et tous ceux qui veulent véritablement du changement dans cette région viennent voter dimanche prochain et à partir de là, on verra comment les choses se passent. Mais je crois, une fois encore, que l'organisation de ces élections, le contexte sanitaire n'y sont pas pour rien. Cette forte abstention, forcément, a pénalisé notre formation. Merci beaucoup, Monsieur Damien, d'être venu réagir aux résultats du Rassemblement national. Nous a rejoint sur ce plateau Claire Mallard d'Europe Écologie Les Verts. On a vu la liste de Stéphanie Maude buterait sur la barre, sur le seuil des 10% qui permet de se qualifier pour le second tour. Est-ce que vous êtes déçu ? Il y a plusieurs enseignements, en fait, je crois, sur cette élection. Et j'ai envie de prendre le temps, quand même, de m'exprimer sur ces choses. L'effondrement de la participation, je crois qu'en tant que démocrate, on est tous peinés, en fait, de cette faible participation qui est historique. Et je crois qu'il va falloir quand même avoir une réflexion de fond sur les causes qui fait que de scrutin à scrutin, on arrive à ce genre de situation. Donc, réfléchissons ensemble et je crois qu'à un moment donné, c'est plus tenable, cette défiance et aussi ce qui se passe par rapport à le manque de lisibilité sans doute des politiques publiques, je pense aux régionales et aux départementales, qui fait qu'elles n'ont pas donné sans doute assez envie aux citoyens de se déplacer. Mais est-ce que c'est pas la faute des candidats ? Ah ben non, je viens de vous expliquer qu'en fait, il y a un contexte qui est structurel. C'est quelque part un peu l'échec de la loi NOTRe. On n'a pas réussi à clarifier les compétences et comment les gens s'y retrouvent entre des compétences qui ne sont pas claires. C'est pas faute d'avoir fait de la pédagogie, nous, médias. Ah bah ça, j'accuse personne. Voilà, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est plutôt les responsables politiques. Est-ce qu'on se satisfait aujourd'hui d'avoir un millefeuille territorial de la sorte, avec un manque de compétences, un manque de lisibilité sans doute de l'action publique, qui est, à notre avis, sans doute peu mobilisant. Ça, c'est une première chose. Vous a rejoint sur ce plateau, je vais vous couper pour expliquer quand même que Didier Paris, porte-parole de Denis Thuriot pour La République En Marche, nous a rejoint sur ce plateau. Peut-être déjà un premier mot, si vous voulez réagir à cette abstention, cette participation en chute libre. Vous êtes surpris ? On assiste à une situation
prévisible, mais pas à ce point quand même, de ce que le premier parti de France est clairement celui des abstentionnistes. Et c'est une catastrophe pour moi, largement au-delà du résultat de tel ou tel parti. La catastrophe démocratique, elle est quand même là, le fait que nos concitoyens ne se soient pas ou peu déplacés pour un scrutin qui pourtant est essentiel, même s'ils n'en ont pas toujours autant conscience. Didier Paris, ce qu'on a entendu depuis le début de cette soirée électorale, c'était que c'était en gros la faute du gouvernement qui avait choisi cette date et qui avait choisi un opérateur privé pour distribuer le matériel électoral. On le sait qu'il y a peut-être jusque la moitié des électeurs qui n'ont pas reçu et les bulletins de vote et les professions de foi avant le jour du vote. Je pense qu'il y a une multitude de causes en réalité. Peut-être celles-ci en font partie, mais relative complexité de ce scrutin, double scrutin au même moment. Après, le choix de le faire à ce moment-là, s'il avait été repoussé, nous aurions entendu tous les partis, c'est vrai, surtout la droite, dire « Oh, c'est un scandale de démocratie, il fallait rien repousser ». Donc, aurait-il fallu le faire? J'en sais rien. Le résultat, il est là. Vous parlez de l'opérateur privé. Adrexo, pour ne pas le citer, parce que c'est vrai qu'on est en limite de rupture d'un fonctionnement normal. Comment est-ce possible que environ 40% du territoire de Bourgogne-Franche-Comté n'ait pas été distribué pour les professions de foi? Moi, j'ai rencontré ce matin en allant voter 2 dames qui étaient devant moi. Je n'ai discuté avec elles qu'après, pas avant évidemment, mais 2 dames qui me disaient « Je ne sais pas pour qui voter, on n'a rien reçu, on n'a pas eu le temps de regarder, c'est pas normal ». C'est effectivement pas normal. Je pense que l'État a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait un appel d'offres. C'est une des raisons. Moi, je ne voudrais pas qu'on simplifie à l'excès ce processus qui est quand même plus complexe. C'est une des raisons, mais elle a pu jouer aussi. Elle a pu jouer. Le problème politique que nous rencontrons, c'est que qui est défavorisé quand on a une abstention réelle, c'est évidemment les partis, je dirais, raisonnables. C'est pas les extrêmes. Le parti qui pâtit le plus par rapport à 2015, c'est le Rassemblement national. Alors je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie que vous citez, mais c'est ça qu'on constate. Sans doute pour d'autres raisons d'analyse politique. Et j'ai un peu le sentiment que la stratégie de Gilles Platré a été payante en la matière, c'est-à-dire qu'il a ponctionné des voix au Rassemblement national. Il y a peu de doute là-dessus, à mon avis. Alors, je vous propose qu'on écoute, Monsieur Paris, la réaction de votre tête de liste, Denis Thuriot, qui s'est exprimé il y a quelques minutes en direct depuis la préfecture de Dijon. On écoute Denis Thuriot. Il faut prendre le temps de la réflexion. Voilà, un résultat des régionales, c'est pour ma part la première fois que je le vis. J'ai toute une équipe, on est 116 colistiers au total. Donc pour l'instant, je suis dans la réflexion. C'est pour ça que je vous avais demandé d'attendre un peu, j'attendais vraiment d'avoir les chiffres précis parce que c'est important d'avoir ces chiffres-là, les miens comme ceux des autres, avant de prendre une décision définitive. Donc voilà, on veut toujours faire mieux. Maintenant, ça n'est pas rien non plus, nous sommes au 2e tour, donc nous allons voir la stratégie que nous prenons. Allez-vous vous maintenir au 2e tour ou bien soutenir la présidente sortante? Réponse demain matin, au plus tard. Pourquoi pas dès maintenant? C'est pas clair? Parce que je ne suis pas tout seul, je mène une équipe et que nous attendions d'avoir ces chiffres. Vous comprenez bien que ce n'est pas le problème d'être 3e, 4e. Le problème, c'est à combien on est des autres et ce qui peut se passer en fonction du choix que l'on fait de se maintenir ou pas. Donc pour moi, pour l'instant, la décision sera prise au plus tard demain matin. Didier Paris, la décision demain matin, c'est parce que vous attendez les consignes de Paris? Non, je pense que il est normal, il est naturel. Pas un mouvement politique qui va pas faire des allers-retours avec Paris, c'est normal, mais c'est pas ça qui nous... Si vous avez bien écouté Denis Thuriot, il parle pas de Paris, il parle simplement d'une situation qui me paraît absolument simple, normale. Bon, on regarde le résultat, pour l'instant ce ne sont que des prévisions. J'ai vu les résultats au fur et à mesure de la rentrée des dépouillements. Est-ce qu'on sera à 12, à 12,7 comme vous le prévoyez, à 13, à 13,5? Ça peut changer la donne, premier élément. Deuxième élément, comme l'a très justement dit notre tête de liste, Denis Thuriot, on a fait un super boulot ensemble, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas qu'un candidat, il y en a 116. Mérite un peu de réflexion. Il sera toujours temps demain matin de prendre une position après notre réflexion collective. Quelle est votre position personnelle? C'est exactement... Vous, député du parti de la majorité présidentielle? C'est pas seulement le député, c'est le directeur de campagne et tête de liste du département. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons besoin de faire une analyse... Enfin, je comprends que les médias aient un temps court. Vous devez comprendre qu'on a un temps un tout petit peu plus long d'analyse demain matin, franchement. Avant mardi 18h, ceci dit. Absolument, vous avez raison, c'est une heure qui ne nous a pas échappé. Et vous comprenez qu'on ait besoin de cette analyse. Ce que je pourrais dire, peut-être pour faire avancer un peu votre réflexion, c'est que
Nous n'avons jamais une autre posture que celle de l'ouverture et celle du dialogue. Ouverture, dialogue, c'est-à-dire qu'on verra comment les choses se déroulent. Nous ne souhaitons pas voir arriver, et ça reste une constante, l'extrême droite. Je parle d'extrême droite, pas seulement du Rassemblement national. Nous ne souhaitons pas voir arriver l'extrême droite dans notre belle région. Et donc voilà, il y a des conséquences que vous entendez des éléments à tirer. Patrick Molinos. Moi, ce que j'entends, c'est qu'une élection à 2 tours se gagne au 2e tour. Et le risque du Rassemblement national, il n'est pas évacué. Il baisse beaucoup par rapport à la dernière fois. Nous montons, c'est un fait. Mais vu la stratégie qui a été mise en place, notamment par la droite, d'essayer de pomper l'électorat du Front National en se positionnant assez largement sur ses idées, comment vont se comporter ces électeurs au 2e tour? Et moi, je suis extrêmement vigilant. C'est pas parce qu'on est... Donc vous êtes prêt à discuter avec La République En Marche? Je souhaite que nous soyons le rempart définitif au Front National. Avec la REM? Je souhaite, si la REM veut nous apporter son soutien, mais elle a la possibilité de le faire. Et si elle veut vous apporter des candidats? La question d'apporter des candidats, c'est la question de l'analyse des résultats, c'est la question d'un rapport de force politique. Donc la porte n'est pas fermée. C'est la question d'un rapport de force politique. Ça n'est pas la position première de la présidente de région, qui a dit « je rassemble la gauche et les écologistes ». D'abord, c'est la position constante depuis le début, mais nous voulons avant tout faire barrage au Front National. Le risque n'est pas complètement évacué, on doit se satisfaire de ce reflux, et si La République En Marche prend la décision de se retirer complètement, eh bien ça nous aidera naturellement, mais je comprends que chacun attende les résultats définitifs. Claire. Nous, on veut continuer le travail de défense des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Nous voulons continuer à faire prospérer ce bilan. On n'est pas dans les petits arrangements, on veut juste continuer à travailler sereinement et bien, je crois, pour les habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Claire Mallard, est-ce que La République En Marche est une ligne rouge pour les écologistes en vue du 2e tour? Nous, ce que l'on construit depuis plusieurs mois, c'est de mobiliser l'électorat écologiste et d'une écologie forte en Bourgogne-Franche-Comté. Et je crois qu'on peut souligner ce soir quand même, excusez-moi de le dire, le retour des écologistes dans la vie politique régionale. Quand même. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir des élus? Non, mais on fait quand même 9%. On n'est plus complètement exclu, comme on l'était en 2015. Donc je souhaite quand même... Moins de 4%, la liste menée par Cécile Prudhomme. Je souhaite quand même le souligner ce soir. Ça, c'est une première chose. Je souligne aussi, effectivement, le recul du Front National, qui est quand même une bonne nouvelle. On est bien d'accord. Et la chose que nous construisons, c'est un rassemblement de la gauche et des écologistes, très très clairement. Et après, si M. Paris et la liste de La République En Marche prennent leurs responsabilités, parce que, effectivement, je rejoins assez M. Molinos et envisage effectivement de soutenir en se retirant conformément à leurs mots, de mettre leurs mots en acte dans le cadre de la lutte contre le Front National, on ne pourra que souligner... Et ça, c'est se retirer, et s'ils vous demandent d'accepter des candidats sur une large liste d'union? Nous, aujourd'hui, ce sur quoi on est engagé, c'est un rassemblement de la gauche et des écologistes. Et ça, c'est un message... Et La République En Marche, c'est pas la gauche? Pour l'instant, on a un scrutin où on a 3 droites, très clairement. On a 3 droites qui sont là, et il y a une dynamique... Aujourd'hui, on le voit très clairement, les chiffres prévisionnels le disent, qui est en faveur de la gauche et des écologistes, face à 3 droites qui sont en incapacité de se rassembler. Les 3 listes de gauche atteignent quasiment 40% des suffrages. Exactement. Au premier tour. On vous laisse réagir, Monsieur Paris. Soulignons cela. Ce que je voulais simplement dire, c'est que n'oubliez pas que nous sommes en capacité de nous maintenir au 2e tour, ce qui n'est pas le cas de toutes les listes, ici ou ailleurs. Nous sommes en capacité de nous maintenir, c'est aussi un élément d'analyse que nous devrons faire, raison pour laquelle nous ne prenons pas de décision. Et quand on parle de République En Marche, c'est un peu impropre. C'est le MoDem, c'est un certain nombre de mouvements partenaires, ce qui complexifie aussi le niveau de discussion qui est le nôtre, puisque nous n'avons jamais considéré que c'était une élection qui se menait seule. Par contre, nous avons considéré que c'était une élection qui portait des valeurs. Nous les avons portées, nous avons essayé de les exprimer, bien ou mal, mais nous les avons exprimées, et nous souhaitons qu'elles perdurent d'une manière ou d'une autre. Jean-Marie Sermier, est-ce que vous envisagez de vous rapprocher de La République En Marche, comme on a pu le voir dans d'autres régions? Écoutez, ça fait quelques minutes que je vous écoute, et je constate que vous êtes en négociation, en tripatouillage, exactement ce que les Français ne veulent plus. Nous, on a une liste qui est claire. On a une liste qui sera effectivement au 2e tour. On a une liste
qu'on ne détruira pas pour des petits arrangements politiques. On a une offre politique claire, c'est le renouvellement de cette région, et nous sommes la seule liste à pouvoir permettre une alternance républicaine en Bourgogne et en Franche-Comté. Donc on ne s'adresse pas aux partis, on s'adresse aux électeurs. Nous nous adressons aux électeurs de Bourgogne et de Franche-Comté en leur disant effectivement, nous sommes la capacité à mobiliser, nous sommes la capacité de l'alternance. Venez nous rejoindre. Il y a un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas venus voter au cours de ce premier tour de l'élection régionale. Il va falloir mobiliser, et je vous assure, d'ailleurs, les dernières estimations nous donnent quelques points de plus que vous nous donniez. Eh bien, je vous assure que l'élection, elle commence effectivement ce soir. On va faire des propositions, chacun fera ses propositions. Certains, j'ai bien compris, vont essayer de joindre la carpe et le lapin sur la même liste. Et il y a l'élection, vous savez, il y a l'élection d'un président. Mais il y a la gestion après. Pendant cette année d'une collectivité, en capacité de très bien gérer cette région. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous me parlez exclusivement du mandat précédent. Moi, je vous parle de l'avenir. On a un bilan et je vous dis qu'on est que en le capacité, public a changé, et je vous dis que le paysage électoral a changé, et qu'il va falloir pouvoir être en capacité de trouver des solutions pour permettre aux Bourguignons et Franc-Comtois d'avoir une réelle alternance et une réelle efficacité. Ce qui est loin d'être le cas. Et aujourd'hui, je constate tout simplement que le risque de petit arrangement les petits arrangements sérieusement, c'est vous qui les avez fait au premier tour, monsieur Sermier. S'il vous plaît, c'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marie Sermier, sur l'analyse qui a été faite par plusieurs de vos adversaires politiques ce soir? C'est la droite, c'est votre liste qui a fait baisser le Front National en mordant et en faisant campagne sur les thèmes du Rassemblement National. Mais aujourd'hui, on s'adresse à tous les électeurs, à tous les Bourguignons, à tous les Franc-Comtois. Et donc, aujourd'hui, si un certain nombre d'électeurs qui votaient traditionnellement RN, Front National avant, nous ont rejoints, je trouve que c'est plutôt intéressant pour la démocratie. On fait fonctionner la démocratie. Est-ce que c'est parce que vous avançons effectivement vers une alternative républicaine. Est-ce que vous estimez, vous, que si vous avez pris des voix au Rassemblement national, c'est parce que vous avez fait une alliance avec Debout la France ? Je crois qu'on rassemble largement. On nous parle effectivement de Debout la France et nous assumons très clairement les choses. Mais on est aussi avec l'UDI. Ça ne vous aura pas échappé. On est l'UDI. Un petit peu moins. Non, il y a quelques personnalités de l'UDI. Non, il y a quelques personnalités de l'UDI qui a quand même clairement dit sa position. Michel Zumkeller, qui est en charge de l'UDI dans cette région de Bourgogne-Franche-Comté. Mais entre l'UDI et l'ex-UDI sur la liste. Aussi que sur nos listes, nous avons aussi des candidats qui sont adhérents au MoDem. Donc je veux dire, mais oui, mais donc quand on nous parle de l'UDI, moi je vous parle aussi du MoDem. Je vous parle aussi des chasseurs, je vous parle d'un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints de la société civile, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes en capacité de faire une proposition. Les écologistes raisonnables de M. Wechter nous ont rejoints également. Vous êtes aussi affiché avec Nadine Morano, qui clairement a dit qu'elle souhaitait travailler avec le Rassemblement national. Jusqu'à preuve du contraire, Nadine Morano est LR. Alors moi, je voudrais bien rebondir aussi. Allez-y, Claire Malat. Non, vraiment, c'est important. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas constater, dire on a une crise démocratique qui est récurrente et salir les scrutins de liste à la proportionnelle à 2 tours. On a la chance, quand même, de pouvoir à ce que les électeurs puissent s'exprimer au premier tour et qu'il y ait une offre politique. C'est ce qu'on appelle du pluralisme démocratique. Et en fait, c'est une élection en 2 temps. Il y a 2 élections en une. On a un premier tour qui se joue et un second. Donc arrêtons de dire de façon démagogique qu'il y a des tripatouillages. Non. Il y a une expression du pluralisme démocratique au premier tour et des dynamiques de second tour qui se jouent. Et il faut arrêter de détourner ce genre de choses. Ça n'élève pas la démocratie. C'est pas comme ça que nos citoyens vont avoir envie d'aller voter. C'est normal qu'entre aujourd'hui et mardi, vous ayez une négociation pour faire sortir Pierre, pour faire rentrer Paul, et tout ça pour pouvoir avoir que vous osiez dire ça. Jean-Marie Sermier, s'il vous plaît, laissez-le répondre et après on passe à autre chose. On avance. Monsieur Sermier, c'est pas sérieux. Vous, parlementaires, vous avez quelques notions de droit constitutionnel, vous avez quelques notions de comment on organise les élections. Et effectivement, quelques notions de ce que pensent ces électeurs sur le terrain. Non. Merci messieurs, je vous propose de faire une petite pause. On va poursuivre notre tour des quartiers généraux. On va retrouver Vincent Tollet qui se trouve avec l'équipe de Denis Thuriot. On écoute.
Ici, à la préfecture de région, la liste du candidat LREM de Denis Thuriot est pour l'instant créditée de 11,6% des suffrages. Un chiffre à prendre avec des passettes, il ne s'agit que de résultats partiels. Les résultats des grandes villes vont encore arriver. 3 chemins s'ouvrent, en tout cas pour le candidat de La République En Marche. Le premier, c'est le grand espoir des macronistes, même s'ils ne disent pas explicitement. C'est une fusion avec la liste de Marie-Guite Dufay. Reste à savoir si la candidate socialiste sera ouverte aux négociations. Deuxième option, un maintien pur et simple avec une liste sur le même format qu'au premier tour. Et troisième option, enfin, le désistement, une option évidemment qui rebute le maire de Nevers et sa liste, d'autant que d'après les chiffres dont nous disposons, à l'heure actuelle, la perspective d'une victoire du candidat du Rassemblement national, Julien Audoul, semble s'éloigner car il arriverait en deuxième position. C'est sans doute une longue nuit de réflexion, voire de négociation qui s'ouvre. Une certitude, et ça nous a été répété par Denis Thuriot, il n'y aura pas de décision rendue ce soir. Merci beaucoup Vincent Tollet en direct depuis la préfecture à Dijon. Jérémy, on va peut-être redonner les chiffres avant de refaire l'émission. Les chiffres de ce sondage sorti des urnes Ipsos Steria, partenaire de France Télévisions pour cette soirée électorale. Marie-Guite Dufay basculerait en tête du premier tour avec 26,2% des suffrages. Marie-Guite Dufay, la présidente socialiste sortante, qui devancerait dans l'ordre Julien Audoul du Rassemblement national, Gilles Platré, Les Républicains et Denis Thuriot, La République En Marche. Ces 4 listes peuvent se maintenir pour le second tour. Suivent Stéphanie Mode, 9,9%, Bastien Faudot et Claire Rocher de Lutte ouvrière. Voilà, et on va en discuter dans un petit quart d'heure puisqu'on va se retrouver juste après le décrochage national. Francis Letellier, Carole Gessler. On compte sur vous, restez avec nous et à tout à l'heure. Merci. À tout de suite.